Bonjour à tous. À suivre cet après-midi, la suite des débats des sénateurs sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Après avoir amendé et adopté les 3 premières parties du texte consacrées aux exercices 2013 et 2014 et surtout aux recettes du budget 2015, les sénateurs examinent depuis hier soir les dépenses, la 4e partie de ce budget de la sécurité sociale. Cet après-midi, les discussions reprennent à l'article 51, article appelé en priorité, consacré à un sujet très important et assez polémique, celui de la transfusion sanguine. En effet, à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, ce projet de loi prévoit que l'établissement français du sang devra conserver et distribuer du plasma thérapeutique fabriqué par des fournisseurs étrangers faisant appel à des donneurs souvent rémunérés, ce qui va complètement à l'encontre de la législation française, législation qui prévoit que le don de sang doit rester bénévole et anonyme. Il y a donc de nombreux amendements de suppression qui ont été prévus par les sénateurs. Tout de suite, on prend donc la direction de l'hémicycle. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale de financement de la sécurité sociale pour 2015. Nous en venons maintenant à l'article 51 appelé en priorité. Monsieur le Président de la Commission, vous m'avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. À la suite de la demande du gouvernement, donc nous allons examiner cet article 51 en priorité et j'avais donc demandé à ce que l'on fasse une petite réunion de la Commission des affaires sociales 10 minutes avant la réunion. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes un peu en retard et nous vous adressons, Monsieur le Président, et à vous, Madame la Ministre, nos excuses. On a essayé de trouver une solution que nous n'avons pas complètement trouvée. La seule chose qu'on a trouvée comme point commun, c'est de demander que vous appeliez en priorité l'amendement 255, de manière à ce que nous puissions ensuite engager la discussion sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Je suis donc saisi d'une demande de priorité de la Commission des affaires sociales sur l'amendement numéro 255 à l'article 51, afin qu'il soit examiné avant les amendements de suppression de cet article. Selon l'article 44, alinéa 6 de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la commission saisie au fond, sauf opposition du gouvernement. J'en suis amené, Madame la Ministre, à vous demander quel est l'avis du gouvernement sur cette demande de priorité. Comment ? Madame la Ministre ? Oui, je vous ai demandé votre avis sur la demande de la commission d'appel en priorité de l'amendement numéro 255. Mais je suis ici pour suivre les travaux tels que le souhaite le Sénat et donc je me plie bien volontiers à la demande de la commission. J'en conclus que le gouvernement est d'accord et donc la priorité est ordonnée. Nous en venons donc à l'article 51 bien évidemment et comme il en a été décidé à l'amendement numéro 255. La parole d'abord à Madame David. C'est Madame Cohen. Non, Madame David. Non, si on peut éviter ça. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, c'est vrai que cette priorité a été demandée par la Commission sur l'amendement 255, mais il me semble que si nous voulons que le débat puisse avoir lieu sereinement, quelques explications préalables s'imposent, notamment concernant cet article 51 dans sa globalité qui concerne le don du sang, puisqu'en effet le sang est une ressource rare qui permet de soigner plus d'1 million de patients par an en moyenne en France, et ce grâce au don de 1,7 million de donneurs. Le sang humain permet donc de produire 2 catégories de produits à finalité thérapeutique, les produits sanguins labiles et les médicaments dérivés du sang. Le présent article vise donc à donner au plasma thérapeutique le statut de médicaments, ce qui ouvre, nous semble-t-il, la voie à sa commercialisation. Or, jusqu'à maintenant, et en dépit d'une directive européenne, la France continuait de considérer le plasma thérapeutique comme un produit sanguin labile. Mais la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne et, de fait, par cet article, reconnaît du coup le statut de médicament au plasma thérapeutique.
Ainsi, pour nous, la mise en œuvre de l'article 51 comporte 3 principaux risques. Un risque éthique d'abord, un risque sécuritaire ensuite et surtout un risque d'autosuffisance. De plus, cet article prévoit que l'établissement français de sang conserve et distribue ce plasma d'origine non éthique, ce qui est contraire à ses missions. Voilà, donc cette ouverture à la concurrence est pour nous porteuse de fortes conséquences pour l'établissement français du sang qui devra donc se réorganiser, recentrer son activité sur d'autres procédés et de même la collecte de plasma bénévole en France va diminuer malgré un accroissement des besoins nationaux et internationaux et la présence territoriale de l'EFS s'en retrouvera mise en cause. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous avons décidé de présenter cet amendement puisque nous avons bien conscience que nous ne pourrons pas supprimer cet article 51 puisqu'il résulte d'une décision de la Cour européenne. Donc nous devons de le mettre en application. Mais néanmoins, par notre amendement, nous demandons à ce qu'un minimum d'éthique soit apporté à la rédaction de cet article. Puisque nous sommes bien conscients donc, que la France doive se conformer. D'abord, il nous semble que les associations de donneurs de sang doivent être associées à la réflexion menée par le gouvernement et du coup, cela n'a pas été fait jusqu'à présent. Il nous semble donc que l'éthique et la maîtrise du risque doivent guider le gouvernement dans la transposition de la directive européenne, puisqu'il n'est pour nous pas concevable que l'EFS, Établissement français du sang, dont l'une des missions est de veiller au strict respect des principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfusionnelle, soit mis dans l'obligation notamment de conserver et distribuer un produit non éthique, puisque c'est là le risque avec cet article 51 qui serait en plus fabriqué par des laboratoires étrangers. Nous connaissons en France les conséquences dramatiques qui peuvent résulter des errements en matière de politique du sang. Nous avons donc créé, l'établissement français du sang ou le LFB, le laboratoire de fragmentation, pour ne pas justement ont été créés pour ne pas répéter les erreurs de 1993. Alors il ne faudrait pas affaiblir ces établissements. Tout ceci pour vous dire qu'avec l'amendement que nous vous proposons ici, Madame la Ministre, il s'agit de rajouter dans cet article 51, de non pas le supprimer, mais de le compléter par un alinéa qui permettrait de faire entrer en vigueur en quelque sorte une charte éthique, je vous le rappelle, qui a déjà été adoptée lors d'un précédent texte. Le texte d'ADU, alors ces différentes adaptations du droit de l'Union européenne qui concernaient déjà des mesures médicales. Cette charte a déjà été adoptée dans ce texte à l'initiative d'Olivier Véran, député, et repris ici par notre collègue Jacky Lemaine. Donc il serait, nous semble-t-il, tout à fait judicieux d'inclure cette charte dans cet article 51, ce qui nous permettrait aux uns et aux autres d'adopter cet amendement ainsi modifié. Voilà le sens de cet amendement, Monsieur le Président. Merci, Madame David. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général? Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Nous avons affaire effectivement à un sujet extrêmement complexe. Cet amendement résume la position de beaucoup de sénateurs, pour ne pas dire de l'ensemble des sénateurs, qui sont attachés au respect du don gratuit. Et il souligne que ceci ne règle pas les problèmes de compatibilité avec le droit de la concurrence. Alors, l'article 51 tire les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice européenne qui a considéré que les plasmas thérapeutiques dans l'élaboration desquels entre un processus industriel sont des médicaments. Répond à cette question, ça répond à un certain nombre de remarques, et qu'ils ne peuvent donc relever du monopole de l'établissement français du sang en matière de produits sanguins labiles. Notons d'abord que les produits sanguins stables sont déjà des médicaments au sens du droit et donc soumis à autorisation de mise sur le marché et au droit de la concurrence. Donc l'article 51 tente à limiter les effets de cette décision en prévoyant qu'ils restent soumis, bien sûr, aux règles de sécurité de l'hématovigilance. Ça répond aussi à une autre interrogation de nos collègues sénateurs. Je regrette, avec les auteurs des amendements de suppression, que les plasmas issus du don éthique
soient désormais soumis à la concurrence de ceux qui ne le sont pas. Mais je note que si les clauses éthiques ne sont pas admises dans les contrats, rien, sauf parfois l'intérêt supérieur des malades, n'oblige les établissements hospitaliers à acheter des plasmas préparés à partir de dons rémunérés. Je rappelle que l'ANSM exerce un contrôle renforcé sur les produits sanguins qui relève de sa compétence. La traçabilité de chaque lot est assurée par l'agence. Elle permet d'identifier les prélèvements sanguins à partir desquels a été fabriqué un lot donné de médicaments, les lots de médicaments qui ont été fabriqués à partir de prélèvements sanguins donnés et les lots dont proviennent les médicaments administrés à un patient, les patients qui ont reçu les médicaments de ces lots. Donc il y a vraiment un suivi parfait de ce produit et de l'usage de ce produit, l'utilité de ce produit. Enfin, je tiens à insister sur le fait que si cet article était supprimé, cela ne réglerait rien. Le juge national qui applique la jurisprudence européenne se contenterait de condamner la France à payer des dommages aux entreprises qui produisent le plasma et qui entrent en concurrence avec celui issu des dons français. Nous n'aurions donc rien gagné. Voilà, mesdames et messieurs et chers collègues, ce que, au nom de la Commission, après avoir écouté les uns et les autres et essayé de nous creuser un peu la tête sur les conséquences de ce qui apparaît comme une donnée de fond pour tous, c'est-à-dire qu'on entre ici en conflit avec l'éthique qui est la nôtre et qui est partagée, je crois, par tous, c'est-à-dire du don gratuit, qui, jusqu'à présent, a toujours été la règle en France. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Oui, avant de donner mon avis, je voudrais revenir sur la situation à laquelle nous répondons par cet article. Parce que j'ai, lors de la préparation des débats, rencontré des parlementaires, certains sont dans cet hémicycle, rencontré des interlocuteurs qui, et je le comprends fort bien, ont exprimé des inquiétudes quant à la situation qui était créée aujourd'hui et qui s'interrogeait sur l'avenir du don éthique à la suite des décisions sur lesquelles je vais revenir qui ont été prises. Mais vous l'avez dit, monsieur le rapporteur général, nous sommes d'abord face à une situation juridique qui s'impose à nous. Et je veux commencer par dire que j'aborde cette situation juridique en réaffirmant l'attachement de la France aux conditions dans lesquelles le prélèvement du sang est réalisé et donc aux principes qui encadrent notre système, dont les trois piliers sont la sécurité sanitaire que nous devons aux receveurs. Et à quelques jours de l'anniversaire, du triste anniversaire de la crise du sang contaminé, nous devons plus que jamais rappeler l'attachement et l'engagement qui est le nôtre à garantir cette sécurité sanitaire. Le deuxième principe est celui de l'autosuffisance et le troisième, le don éthique. Et ce sont ces principes qui garantissent la qualité et la sécurité des produits mis à la disposition des professionnels de santé et des malades. Ça, c'est le cadre qui existait et qui continue d'exister. Ce sont des principes, des valeurs, des engagements qui sont ceux de la France, qui ne sont pas partagés par tous les pays, disons-le, mais qui sont les nôtres. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une double décision de justice. D'abord, une décision de la Cour de justice de l'Union européenne et ensuite une décision du Conseil d'État, qui ont requalifié le plasma solvant détergent, qu'on appelle le plasma SD, qui jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à ces décisions était considéré comme un produit sanguin labile, c'est-à-dire comme un produit qui pouvait être
produit et mis à disposition par l'établissement français du sang au même titre que d'autres types de plasma. Je ne veux pas rentrer dans des détails, les médecins le savent très bien, mais il y a 3 types de plasma qui existent. Et donc la décision juridique ne porte que sur un type de plasma, le plasma dit SD, et qui jusqu'à maintenant était prélevé et produit, enfin il y avait prélèvement du sang et production du plasma par l'établissement français du sang. Et la décision de justice européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a été confirmée avec des conséquences très concrètes sur lesquelles je vais venir par le Conseil d'État, a consisté à requalifier donc ce plasma SD non plus comme un produit sanguin labile, mais comme médicament, comme un médicament. Et donc cela crée un contexte nouveau. Cela va produire des changements qui vont toucher en premier lieu des acteurs institutionnels et notamment l'établissement français du sang. Et je comprends parfaitement les inquiétudes qui naissent de cette décision parce que nous devons évidemment, dans le cadre de cette évolution du droit, faire en sorte de ne pas désorganiser du jour au lendemain la délivrance des produits transfusionnels des organisations qui pourraient produire des difficultés. Le Conseil d'État, dans son arrêt, a fixé une période de transition qui va jusqu'au 1er février 2015. Et donc, à compter du 1er février 2015, qu'est-ce qu'il va se passer? D'abord, l'établissement français du sang ne pourra plus produire de plasma SD pour une raison simple, qui est qu'il n'a pas le statut d'établissement pharmaceutique. L'établissement français du sang, en revanche, garde le monopole de la collecte du sang dans notre pays et il continuera à proposer les 2 autres types de plasma qui n'ont pas le statut de médicament, le plasma inactivé dit IA et le plasma sécurisé quarantaine dit SE. Donc concrètement, à partir du 1er février 2015, l'établissement français du sang continue à avoir le monopole de la collecte, c'est lui qui fait les prélèvements, et il pourra produire 2 plasmas sur 3, et le plasma SD, lui, qui est requalifié en médicament, ne peut être produit que par des établissements pharmaceutiques. L'établissement français du sang, n'ayant pas ce statut d'établissement pharmaceutique, ne peut plus produire ce plasma SD. Nous devons évidemment, à partir de là, et c'est le deuxième changement, nous devons adapter le statut juridique de ce plasma en mettant en place un dispositif qui permette d'assurer dès le 31 janvier prochain, dès le 1er février 2015, qui nous permette d'assurer un haut niveau de sécurité pour les patients transfusés. Et il est impératif de garantir un système qui intègre en toute sécurité des produits transfusionnels de statut juridique différents et qui d'ailleurs feront l'objet d'une vigilance différente, vous l'avez vous-même dit, puisque le mécanisme de vigilance n'est pas le même selon que l'on parle d'un médicament ou d'un autre produit qu'un médicament. Le choix qui est fait provisoirement est de maintenir le plasma SD dans la filière des produits sanguins labiles et d'assurer un double suivi de ce plasma, à la fois en pharmacovigilance et en hémovigilance, pour des raisons de sécurité de la chaîne transfusionnelle, de logique de distribution, de délivrance et de conseil transfusionnel. Nous allons ensuite avoir à examiner des demandes d'autorisation de mise sur le marché et nous sommes d'ores et déjà saisis d'autorisation de mise sur le marché de produits SD de la part d'une entreprise, il y en aura sûrement d'autres, mais d'une entreprise, donc je ne vais pas dire, enfin, voilà, d'une entreprise, mais qui est celle qui avait introduit le recours devant le Conseil d'État, donc voilà, et qui a gagné. Donc cette entreprise va déposer une AMM. Je tiens à dire que pour obtenir l'AMM, il sera inscrit noir sur blanc que dans les documents, dans l'appel, dans les documents, que doivent être respectés les principes du don éthique. Donc ça, c'est une exigence qui est posée, je le dis, elle est posée dans les termes mêmes de la, je ne sais pas comment on appelle ça, là, la RFS, le document, dans le cahier des charges qui sera proposé pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Donc je veux vous rassurer sur ce point-là, vous rassurer
publiquement et solennellement, puisque je m'exprime devant la représentation nationale, le gouvernement, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, inscrira, c'est prévu, nous avons déjà commencé à travailler là-dessus, inscrira cette exigence de don éthique dans le cahier des charges. Pouvons-nous aller, j'en viens à votre amendement, jusqu'à imposer par la loi le respect de cette condition? Je souhaiterais pouvoir le faire. La difficulté à laquelle je me heurte là au moment de vous donner un avis, ça n'est pas mon hésitation sur le fond, ça n'est pas mon interrogation sur la légitimité de votre demande, c'est une interrogation juridique, puisque une directive de 2002-98, donc la directive 2002-98, indique explicitement que l'on peut promouvoir le don éthique, mais pas l'imposer. Et donc, la disposition serait contraire au droit européen et ne pourrait pas être censurée par le Conseil constitutionnel, qui n'est pas juge de la compatibilité avec les textes européens, mais ferait l'objet d'une attaque, le cas échéant, par un organisme quelconque. Donc, il me semble, moi, ce que je proposerais volontiers, parce que très sincèrement, je comprends à 300%, si j'ose m'exprimer ainsi, votre démarche. Et elle rencontre celle du gouvernement qui, encore une fois, a prévu d'inscrire dans le cahier des charges cette exigence. Moi, je me demande si on ne peut pas travailler, peut-être dans les heures qui viennent, à écrire... disons, proposer un sous-amendement qui ferait référence aux dispositions de l'article de la santé publique, L5121-11, et aux exigences de la directive européenne, c'est-à-dire qui parlerait de promotion, en tout cas d'une rédaction qui ne viendrait pas frontalement en opposition avec la rédaction de la directive, parce que il y a un moment ou un autre où juridiquement ça ne passera pas. Voilà, je vous le dis, donc je ne veux pas donner un avis défavorable parce que je trouve ça extrêmement compliqué. Donc le sous-amendement, mais même pas quelques heures, voilà, le sous-amendement, on pourrait imaginer que après, aux médicaments dérivés du sang, donc la première phrase de votre amendement, la première ligne, pardon, de votre amendement, vous dites « compléter cet alinéa par les mots, à condition de respecter le régime applicable aux médicaments dérivés du sang ». Moi, après, je vous propose d'ajouter « en obtenant une autorisation de mise sur le marché qui respecte l'article L5121-11 du Code de la santé publique et en respectant les exigences prévues par la directive 2002-98-CE ». Ce qui veut dire dans ce cas-là que si elle était confrontée à du sang non éthique, l'AMM ne pourrait être délivrée qu'en situation de rupture d'approvisionnement et d'urgence en quelque sorte sur le marché. Voilà ce que je propose pour entendre votre demande. Merci Madame la Ministre. Donc si j'ai bien compris, vous proposez une nouvelle rédaction de l'article 250, de l'amendement 255 à l'article 51, dont nous ne disposons pas encore dans sa formulation définitive, ce qui m'amène à vous faire la proposition suivante, si vous en étiez d'accord. Et là, j'ai besoin de l'avis de la Commission et de l'avis du gouvernement, que nous différions l'examen de cet amendement et donc de l'article 51, de manière à ce que tout le monde puisse disposer de la version... je peux m'exprimer, Madame Bricq? Merci. Afin que tout le monde puisse disposer de la version définitive du sous-amendement proposé par le gouvernement et que la discussion soit la plus claire possible. La Commission pourrait se réunir peut-être avant la reprise de ce soir, de manière à ce que tout le monde ait toutes les données en main, de façon à ce que nous puissions trancher en toute connaissance de cause. Oui. Avez-vous un avis, monsieur le rapporteur, de cette proposition? Sinon, nous continuons la discussion.
Le sous-amendement est en train d'arriver, Monsieur le Président. Ah, alors s'il est en train d'arriver. Donc, il faudrait peut-être nous l'imprimer. Et puis, bon, je sais que Madame la Ministre est pressée, mais je voudrais quand même quelques minutes de suspension afin que les membres de la Commission puissent à nouveau se réunir afin d'en discuter, parce que je ne peux pas prendre la décision à leur place. Monsieur le Président, vous avez besoin de combien de temps? Allez, 5 minutes. Combien? 5. 5 minutes. Madame Cayeux? Je voulais, Madame la Ministre, simplement vérifier auprès de vous ce que vous entendiez par sang éthique. Nous avons une idée, mais mes collègues échangeaient avec moi en se demandant ce que vous entendiez par sang éthique. Madame Cayeux, nous pourrions... Allez-y, Madame la Ministre, mais nous pourrions reprendre cette discussion lors de l'examen de la nouvelle version. Si vous en êtes d'accord. Nous pourrions reprendre cette discussion et la réponse du gouvernement à toutes les questions qui se posent lors de l'examen de la version définitive de l'amendement 255. Hein? Nous procédons comme ça? Donc, une suspension de séance de 5-10 minutes? 5? Parfait, la séance est suspendue. Une nouvelle version de cet amendement est en train de vous distribuer. De sous-amendement, pardon, est en train de vous être distribué de manière à ce que chacun d'entre vous puisse en prendre connaissance. La commission s'est réunie. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, vous pouvez nous faire part des réflexions, voire des décisions de la commission des affaires sociales? Pas faire de longs discours. La commission qui vient de se réunir a émis un avis favorable au sous-amendement. Et remercie effectivement Madame la Ministre d'avoir entendu nos demandes et d'avoir fait cette proposition qui, je crois, remplit notamment une des conditions qui nous paraissait essentielle, c'est-à-dire le don éthique, le don gratuit du sang. Donc, pour toutes ces raisons, nous sommes favorables, bien sûr. Donc, nous pouvons considérer que nous reprenons la discussion sur cette nouvelle version de l'amendement. Madame la Ministre, vous voulez vous exprimer ou vous considérez que l'amendement a été suffisamment le sous-amendement a été suffisamment présenté? Donc je donne un avis favorable à l'amendement sous-amendé par le sous-amendement qui a été présenté. Et je profite de cette prise de parole pour répondre à Madame la sénatrice Cayeux, lui dire que le don éthique, c'est un don qui est gratuit, anonyme, bénévole. Voilà, non rémunéré, gratuit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels on rémunère, d'autres dans lesquels on indemnise, voilà, et dans lesquels l'anonymat n'est pas garanti. Donc c'est l'ensemble de ces conditions qui constituent le système français qui est assez particulier. Merci Madame la Ministre. Donc nous allons passer aux explications de vote. Madame Génisson m'avait demandé la parole. Merci Monsieur le Président. Je remercie nos collègues du groupe CRC qui nous ont aidés à, à pouvoir voter cet article 51 et ainsi que Madame la Ministre qui nous permet de respecter un sujet qui nous semble tout à fait fondamental, qui est le sujet du don éthique. Madame la Ministre, vous nous avez indiqué que l'établissement français du sang aurait interdiction de produire le plasma SD à partir du 31 janvier 2015, dès lors qu'il n'était pas établissement pharmaceutique. Donc la première des questions que je souhaitais vous poser, c'est savoir s'il était possible que l'établissement français du sang acquiert cette compétence d'établissement pharmaceutique, dans quelles conditions cela pouvait se passer et si l'établissement lui-même était, candidat à cette activité. Le deuxième sujet, c'est si vous pouviez nous informer déjà sur le fait que des labos étrangers aient sollicité l'autorisation de mise sur le marché, car bien évidemment, nous sommes tous attachés les uns les autres au fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture de soins pour nos concitoyens. Et en sachant que l'autorisation de mise sur le marché prend quand même un certain temps, et dès lors, est-ce que ces labos étrangers auront
dans l'attente de l'autorisation de mise sur le marché, une demande d'autorisation temporaire d'utilisation. En rappelant quand même, et ça c'est pour la petite histoire, c'est que la condamnation de la France par la Cour européenne de justice est due au laboratoire qui va être le premier candidat pour nous fournir ce fameux plasma SD. L'autre question que je souhaitais vous poser, c'est celle concernant l'établissement français du sang, parce que cette production de ce plasma est quand même une production importante. Je pense que ça représente à peu près 20-25% de l'activité de l'établissement français du sang. Donc ça va entraîner une restructuration très importante, alors même qu'on connaît par ailleurs la qualité à la fois au niveau, dans ces différentes compétences, que ce soit la collecte ou que ce soit le sujet de la fabrication, le sujet de la délivrance, la qualité de l'établissement français du sang. Et puis enfin, sur le don éthique, merci d'avoir proposé le sous-amendement que nous allons adopter, parce que au-delà de l'aspect, j'allais dire, éthique, le fait que ce soit un don gratuit, anonyme et bénévole, au-delà de l'aspect éthique, c'est aussi un sujet de santé publique, parce que l'on sait que plus on diversifie l'origine du don, et plus il y a de partenaires dans le don, plus on a le risque de multiplier des problèmes. Je vais vous citer un exemple. Notre collègue Laurence Cohen évoquait hier le sujet des problèmes infectieux en milieu carcéral, en particulier sur le VIH et sur l'hépatite C. Et quand malheureusement le drame du sang, en particulier avec la contamination VIH, a éclaté, je rappelle que les centres de transfusion du Nord et du Pas-de-Calais ont été beaucoup moins touchés que les autres centres de transfusion de France parce qu'ils avaient interdit le prélèvement en milieu carcéral. Tout ça pour dire que plus on étend le panel de donneurs, qu'on soit dans un don gratuit, anonyme ou non, plus les risques en matière de santé publique existent. Donc je pense qu'il faudra effectivement, dans la déclinaison de sous-amendement, être très très strict pour faire respecter le don éthique gratuit et bénévole, c'est-à-dire le don éthique. En ayant peut-être aussi un débat qu'on pourrait, c'est l'honneur de la France de promouvoir ce don éthique, et je crois que ce pourrait être aussi un sujet que la France pourrait porter au niveau européen, mais je suis persuadée, Madame la Ministre, que c'est déjà ce que vous faites. Merci Madame Génisson. La parole est à Monsieur Gilles. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, deux remarques aussi à mon tour, sans être très très long, puisque nous sommes nombreux à intervenir. Première remarque ou première question, est-ce que dans le cadre de ce sous-amendement, et est-ce qu'il y a de votre part une possibilité de bien nous confirmer que nous ne sommes pas ici dans une remise en cause totale des principes affirmés, réaffirmés régulièrement depuis la loi 93-5 du 4 janvier 93 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicaments, votée bien sûr à la suite du scandale du sang contaminé. Et deuxième remarque, il faut rappeler qu'à la fois l'Organisation mondiale de la santé, le Conseil de l'Europe, la Fédération internationale de la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge prônent la généralisation du système actuel à la française. L'OMS ayant même dit de se fixer comme objectif d'atteindre 100% de dons volontaires et non rémunérés, y compris pour les médicaments dérivés du plasma, en 2020. Donc, alors que toutes ces organisations, et pas des moindres, louaient le système, entre guillemets, à la française, est-ce qu'on peut tenir compte de leurs recommandations ou est-ce que tout est remis à plat par cet article? Le fait, bien évidemment, qu'il faille se mettre en conformité juridique, nous le comprenons bien évidemment. Merci, Monsieur Gilles. La parole est à la présidente Debré. Vous avez eu la réponse? Monsieur Delattre, alors, c'est à vous. Ça varie. Ça varie. Madame la ministre, sur le fond, nous en remettons à la sagesse des commissaires de la Commission. Mais d'un point de vue de l'organisation de la loi dans ce pays, ces mesures sont totalement réglementaires. Totalement réglementaires, Madame la ministre. Alors, il eût été préférable de dire aux auteurs de l'amendement, bon, par mesure réglementaire, je prendrai
les mesures de normes, de qualité, de sécurité pour la collecte, le contrôle. Parce qu'en réalité, même s'il y a des directives européennes, elles interviennent dans le domaine législatif comme dans le domaine réglementaire. Donc c'est totalement réglementaire. Et à ma connaissance, l'article 34 et 37 n'ont pas encore été supprimés dans la Constitution de ce pays. Alors, on nous accuse toujours de nous mêler un peu de trop, à vouloir détailler dans la loi. Je crois qu'on enlève beaucoup de son efficacité. Alors je crois qu'il aurait été préférable, Madame la ministre, que vous preniez simplement un engagement plutôt qu'un amendement, un sous-amendement pour lequel les non-membres de la très compétente commission des affaires sociales ont quand même un peu de mal à s'y retrouver, quoi. Voilà, donc pour toutes ces raisons, nous voterons sur la confiance, le conseil des membres de la commission. Mais d'un point de vue franchement législatif, et nous sommes dans l'Assemblée, la deuxième Assemblée, nous voulons tous sauver le bicamérisme. La moindre des choses, ça serait de légiférer correctement. Merci. Pardon. Monsieur Delattre, la parole est à Monsieur Roche. Oui, sur ce dossier, nous avions 4 préoccupations principales. La première était bien sûr la permanence du soin. On peut toujours être en rupture de stock, c'était important. La deuxième chose, c'était un problème d'un souci de pharmacovigilance, bien sûr. La troisième était un problème juridique par rapport à la juridiction européenne. Et enfin, nous avions un problème d'éthique. Je pense qu'après l'introduction qui a été faite par notre collègue Anne David, la réponse très précise de la ministre et la proposition qui a été faite de rédaction tout à fait consensuelle, bien sûr, nous allons, au nom du groupe UDI, nous allons voter ce texte et bien sûr, notre amendement que nous avions proposé sur ce chapitre tombe. Merci Monsieur Roche. Monsieur Savary, vous avez la parole. Oui, Madame la ministre, moi je souscris à ce qui a été proposé. Simplement, j'ai bien écouté vos propos et je voudrais avoir quelques précisions puisque vous avez dit que l'établissement français du sang pourrait continuer à collecter mais pourrait plus produire ce sang ASD du fait qu'il n'était pas établissement pharmaceutique. Est-ce qu'une des solutions pour revaloriser également l'établissement français du sang et le mettre à égalité par rapport aux laboratoires industriels ne serait pas d'adosser à ses compétences le statut d'établissement pharmaceutique? Voilà. Eh bien, j'ai la même question. Peut-être qu'on aura la même réponse. Merci Monsieur Savary. Je n'ai plus de demande de parole. Y en aurait-il d'autres? Madame la ministre, bien sûr. Oui, Monsieur le Président, je vais répondre aux quelques questions qui ont été posées. D'abord, pour rassurer Monsieur Gilles, nous ne modifions pas le cadre législatif général dans lequel s'inscrit la collecte du sang, les pratiques de transfusion, enfin tout ce qui est lié à la sécurité sanitaire. Rien ne change. Nous n'avons qu'à tirer, et l'article 51 est limité dans son objet. Il s'agit de tirer les conséquences d'un arrêt de la Cour de justice européenne sur cette question du plasma SD qui a un statut de médicament désormais. Et si l'OMS considère que le système français est un exemple à suivre, c'est une recommandation qu'elle fait. Nous ne pouvons pas faire beaucoup plus que d'encourager nos voisins à suivre cette recommandation, mais nous, non seulement nous la suivons, mais c'est nous qui l'avons en quelque sorte suscitée. Donc nous sommes plus qu'en accord avec l'Organisation mondiale de la santé. C'est vrai que ce sont des dispositions réglementaires, monsieur le sénateur, et c'est pour cela, d'ailleurs, de type réglementaire, et c'est pour cela que l'article initial ne le prévoyait pas. Je ne peux néanmoins rester insensible aux préoccupations très fortes qui ont été exprimées, tant le sujet est complexe, à la fois dans les deux assemblées et à l'extérieur par un certain nombre d'associations, en particulier les associations de donneurs. Et donc, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que le débat extrêmement intéressant qui a lieu ici servent de caisse de résonance pour rassurer à la fois les donneurs, les receveurs et nos concitoyens. Sur la question du statut de l'EFS, c'est évidemment une question de bon sens.
Mais l'établissement français du sang est très loin d'avoir les caractéristiques lui permettant d'être considéré comme un établissement pharmaceutique. Ce qui ne veut pas dire que la transition ne pourrait pas se faire, mais elle prendrait un temps certain, en tout cas beaucoup plus long que la période de transition à la période à laquelle nous sommes confrontés. Elle appellerait d'ailleurs la mise en place de procédures différentes, de recrutement de pharmaciens, des engagements, même des aménagements matériels. Donc la question ne peut pas être écartée, je le dis, même si l'établissement français du sang lui-même ne semblait pas considéré comme facile pour lui de s'engager dans cette direction. Néanmoins, c'est une réflexion qui doit avoir lieu, mais si la décision devait être prise d'aller dans ce sens-là, encore une fois, nous n'aboutirions pas avant une période assez longue. Voilà. Merci Madame la Ministre. S'il n'y a plus de prise de parole, je vais donc mettre aux voix le sous-amendement 329 rectifié, présenté par le gouvernement avec l'avis favorable de la Commission. Qui est pour ce sous-amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Le sous-amendement est donc adopté. Je mets maintenant aux voix l'amendement 255 ainsi sous-amendé par le sous-amendement 329 rectifié. J'imagine que c'est le même vote. Vous me confirmez le même vote? Donc, l'amendement 255 ainsi sous-amendé est adopté. En conséquence, les 8 amendements du 21 rectifié terre au 254 tombent et nous en arrivons à l'amendement 146 rectifié présenté par M. Roche. Ce n'est pas une présentation de l'amendement. C'est pour. Je suis saisi par le sénateur François Zocchetto, notre chef de groupe, qui voudrait faire une rectification de vote pour hier, pour les amendements 9 rectifiés bis, 84 rectifiés, 197 rectifiés et 234 tendant à supprimer l'article 14 du projet de loi. Merci Monsieur Roche. Acte est donné de votre mise au point. Elle sera publiée au journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. Donc nous en revenons à l'article 146, à l'amendement 146 rectifié. Qui le présente? Monsieur Barbier. Nous en sommes à l'amendement 146 rectifié à l'article 51. Il est retiré. Parfait. Donc nous passons à l'amendement 147 rectifié. Monsieur Barbier. Il concerne la suppression des alinéas 14 et 15 de l'article 51. Il est retiré. Nous en arrivons donc à l'amendement 133 rectifié. Monsieur Gilles. Il est retiré. Amendement numéro 65 présenté par le rapporteur général au nom de la Commission. Amendement rédactionnel. Il est rédactionnel. Pas d'opposition? Favorable. Favorable. Donc il est adopté. Et l'amendement 255, eh bien, nous l'avons traité. Donc eh bien, je vais mettre aux voix l'article 51 ainsi amendé. Qui est pour l'article 51 ainsi amendé? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 51 ainsi amendé est adopté. Nous reprenons le cours normal de notre discussion avec l'article 44 bis, sur lequel aucun amendement n'a été déposé. Je le mets aux voix. Qui est pour l'article 44 bis? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 44 bis est adopté. Nous en arrivons à l'article 45 avec un amendement 159 présenté par M. Cadic. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. L'article 39 de la loi de finances de sécurité sociale pour 2014 a donné la possibilité aux établissements de santé de mettre en place une expérimentation de, je cite, « nouvelles modalités d'organisation de régulation des transports pour une période n'excédant pas 3 ans ». Les établissements dans lesquels des économies seront constatées pourront recevoir une dotation d'intéressement. L'objectif de cet article est de proposer au patient le mode de transport le moins onéreux, compatible avec son état de santé.
Élargir l'expérimentation aux voitures de transport avec chauffeur, VTC, permettrait aux établissements volontaires de conclure une convention avec les organismes locaux d'assurance maladie et l'agence régionale ouverte à cette autre catégorie de véhicules de transport de personnes. L'objectif poursuivi est la réduction des dépenses pour la sécurité sociale par l'accroissement de la concurrence et la stimulation de l'offre de services. Lors d'une audition devant la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, en mai 2014, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a rappelé que de 2,3 milliards d'euros en 2003, les dépenses liées au transport de patients sont passées à 4 milliards d'euros en 2013. Leur place au sein des dépenses de l'assurance maladie s'est donc accrue dans un contexte de forte maîtrise de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Cette croissance varie fortement selon le mode de transport utilisé. La dépense est stable pour les véhicules sanitaires légers. Elle s'élève à 800 millions d'euros depuis 10 ans. Elle a augmenté de 700 millions d'euros pour les ambulances, passant de 900 millions d'euros en 2003 à 1,6 milliard d'euros en 2013. Tout en demeurant à peu près stable depuis 2010. En revanche, les dépenses de taxi ont triplé, passant de 500 millions d'euros en 2003 à 1,5 milliard d'euros en 2013. Soucieux de limiter notre dépense publique, il paraît opportun de permettre aux patients d'opter pour une voiture de transport avec chauffeur, si cela permet de faire baisser les coûts. Merci. Merci, Monsieur Cadic. Quel est l'avis de la Commission? Oui, Monsieur le Président. Il ne nous paraît pas opportun d'étendre ces expérimentations à un nouveau mode de transport, même si j'entends bien les arguments qui sont développés par M. Cadic, alors que l'objet du présent article est précisément de réguler l'offre de transport sanitaire pour tenir compte de cette croissance un peu exponentielle que la Cour des comptes, d'ailleurs, a justement signalée. Surtout, le dispositif proposé ne me paraît pas réunir toutes les garanties de sécurité dans la mesure où il ne prévoit pas les modalités de conventionnement initial des entreprises de VTC avec l'assurance maladie, comme l'article L322.5 du Code de sécurité sociale le fait pour les taxis. Donc, pour toutes ces raisons, nous vous demandons le retrait, M. Cadic. Merci. Avis du gouvernement? Avis pour les mêmes raisons, sinon avis défavorable. Monsieur Cadic, vous êtes sollicité pour savoir si vous retirez votre amendement. Je vous remercie, je suis très encouragé, mais j'ai écouté vos commentaires et je pense qu'il convient peut-être d'en prendre acte. Je pense qu'effectivement ça ouvre le débat, je pense que la réflexion va s'installer. Tôt ou tard, on devra se poser cette question, mais en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté et je retire mon amendement. Merci, Monsieur Cadic. Monsieur de Cessard, l'amendement 159 étant retiré, je mets aux voix l'article 45. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 45 est adopté. Nous en arrivons à un article additionnel après l'article 45 qui fait l'objet de l'amendement 59 présenté par Monsieur le rapporteur général. Vous avez la parole. Alors, Monsieur le Président, Madame la Ministre, il s'agit donc d'un article additionnel après l'article 5 qui a pour objet celui-ci: les liaisons ville-hôpital ont un impact direct sur les prises en charge et sur les coûts pour l'assurance maladie. Il est urgent de prendre des mesures afin d'organiser ces relations d'une manière qui permette d'éviter les soins inutiles, nous l'avons déjà signalé à maintes reprises, et les réhospitalisations. Le gouvernement propose à l'article 24 du projet de loi relatif à la santé une mesure qui paraît utile et qui semble trop importante pour attendre que ce texte soit adopté au plus tôt, premier semestre 2015. Votre commission souhaite qu'elle puisse être mise en œuvre dès le 1er janvier prochain. Merci, Monsieur le rapporteur général. Avis du gouvernement?
Je donne un avis plutôt défavorable, Monsieur le Président, parce que c'est un élément qui fait partie de la loi de santé, qui s'inscrit dans une réorganisation des pratiques hospitalières, du lien entre l'hôpital et la médecine de ville, qui suppose un accompagnement, une concertation entre les différents acteurs pour la mise en place de cette formule. Et nous sommes dans la dernière ligne droite de la dernière ligne droite, je n'en sais rien, mais la dernière ligne, en tout cas, de la concertation sur la loi de santé. Et certains, y compris parmi les professionnels de santé, les hospitaliers, sont très attachés à ce que cette concertation puisse avoir lieu, puisse se dérouler, puisse se faire même de manière tout à fait formalisée. Et donc, cette mesure qui n'a pas de caractère sur les finances, d'ailleurs de la sécurité sociale et qui donc ne trouve pas sa place de façon naturelle dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, me semble pouvoir attendre la loi de santé puisqu'elle représente une pièce d'un ensemble plus large qui trouve sa cohérence à voir l'ensemble des pièces rassemblées. Donc j'ai plutôt un avis défavorable sur le fait que la mesure soit dans ce texte-là, puisque sur le fond c'est une mesure qui a été d'ores et déjà annoncée. Merci Madame la Ministre. Je ne vois pas d'explication de vote. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 59 qui est pour, avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est contre? Là je vais être obligé de procéder à un assis debout, car le résultat est incertain. Alors qui est pour l'amendement 59? Qui est contre? Non, il n'est pas adopté. Il n'est pas adopté. Donc, nous en arrivons... Pardon? Oh non, oui, il est adopté, excusez-moi. Oui, oui. Il est adopté. Voilà. Je vois que vous êtes attentifs. Merci. Nous en arrivons donc au chapitre 5, paiement des produits de santé à leur juste prix, avec l'article 46 qui ne fait l'objet d'aucun amendement. Je le mets aux voix. Qui est pour cet article 46? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je ne crois pas m'être trompé cette fois. Bien. Après l'article 46, un article additionnel avec un amendement 286. Monsieur De Cessar, j'imagine. Vous pensez bien, Monsieur le Président. Donc, c'est un amendement qui souhaite intégrer des parlementaires au Comité économique des produits de santé. Le Comité économique des produits de santé, le CEPS, prend des arbitrages de la plus haute importance concernant les niveaux de financement solidaire des spécialités pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Cet amendement vise donc à renforcer le contrôle démocratique des travaux du CEPS en intégrant des parlementaires d'une part et le contrôle technique sur les travaux d'analyse menés et les conséquences ultérieures sur les établissements de santé grâce à une participation des fédérations hospitalières représentatives d'autre part. En effet, le conseil d'administration de l'ANSM a été ouvert aux parlementaires pour plus de transparence. Dans la même logique, il conviendrait d'appliquer cette règle au conseil d'administration du CEPS. Cet amendement reprend une proposition formulée par Catherine Lemorton dans son rapport sur la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments, rendu en avril 2008 en conclusion des travaux de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Cet article trouve sa place dans le PLFSS puisqu'il modifie la gouvernance d'un organisme ayant un impact direct sur les finances sociales. C'est pourquoi Madame Archambault et les sénatrices et sénateurs écologistes vous demandent de l'adopter. Merci, Monsieur De Cessar. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général? L'avis que vous avez demandé. On demande 286. Oui. Donc, je parle au nom de la Commission qui n'est pas favorable à cette présence des parlementaires dans l'instance chargée de la négociation des prix des produits de santé,
Ça ne me paraît pas adapté, Monsieur de Cessart, aux missions de l'instance et surtout aussi à la fonction des élus. Je pense, et nous pensons tous, que vous demandez, comme nous le faisons, plus de transparence sur la manière dont fonctionne le CEPS, et je pense que nous pouvons l'obtenir en usant des pouvoirs actuels du Parlement et notamment de l'AMEX. D'ailleurs, c'est ce que nous prévoyons avec Monsieur le Président. C'est une mission pour notamment lever un peu cette opacité, cette difficulté que nous avons à comprendre, le fonctionnement depuis la mise sur le marché jusqu'à la fixation du prix et à son évaluation, à son contrôle du médicament. Donc, ce que nous vous demandons, c'est le retrait. Merci. Quel est l'avis du gouvernement? Et moi, je donne un avis défavorable à cet amendement, Monsieur Desessard. Je le dis très simplement. Votre amendement ne parle pas de conseil d'administration. Vous avez évoqué un conseil d'administration en vous exprimant. Il n'y a pas de conseil d'administration du CEPS. Le CEPS se réunit 1 à 2 fois par semaine. Le CEPS pendant de longues heures. Le CEPS est placé auprès des ministres compétents. C'est un organe ou un organisme très opérationnel de négociation des prix, de renégociation, de suivi des médicaments. C'est une structure qui dépend du pouvoir exécutif. Et à côté de cela, il est légitime évidemment que le Parlement encadre et contrôle l'activité du CEPS. Le Parlement définit les règles de fixation des prix. Le Parlement vote sur les mesures de maîtrise des dépenses des produits de santé remboursables. C'est ce que nous faisons dans chaque PLFSS. Le Parlement reçoit chaque année un rapport d'activité du CEPS et il a la possibilité d'auditionner le président. Honnêtement, je ne vois pas bien comment nous pourrions avoir, même en termes de logique, de qui fait quoi. Il me semble qu'il y a là un mélange des genres qui n'est totalement inopportun. Donc, avis totalement défavorable. Monsieur de Cessart, vous êtes sollicité pour un retrait. Vous le maintenez? Je le mets donc aux voix. Je ne vois pas d'explication de vote. Qui est pour cet amendement 286 avec un double avis défavorable? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'article 47 avec un amendement 60 présenté par Monsieur le rapporteur général au nom de la Commission. C'est un amendement rédactionnel, Monsieur le Président. Parfait. Pas d'opposition? Avis favorable. Il est donc adopté. Nous passons à une série d'articles. Oui, pardon, l'article 47. Il faut que je le soumette aux voix. Qui est pour l'adoption de l'article 47, qui est contre. L'article 47 est adopté. Nous en arrivons à une série d'articles additionnels après l'article 47, avec un amendement 61 présenté par Monsieur le rapporteur général. Alors, cet amendement propose, dans un contexte de retour de l'innovation en matière de médicaments, d'adapter les modes d'évaluation de l'intérêt que représentent les nouvelles substances. Dans ce cadre, notre commission vous propose de prévoir la mise en œuvre au 1er janvier 2016 d'une réforme portée par la Haute Autorité de Santé qui permettra une comparaison plus rigoureuse des médicaments et donc une meilleure évaluation de l'intérêt de leur remboursement et donc de leur prix. Cette réforme est proposée depuis plusieurs années par la HAS, la Haute Autorité de Santé, et il est temps, nous semble-t-il plus exactement, que les négociations avec les industriels s'engagent. C'est pourquoi nous avons décidé de donner un an avant, d'avancer d'un an plus exactement l'application de l'article. Merci, Monsieur le rapporteur général. Quel est l'avis du gouvernement? Je donne un avis défavorable, mais je voudrais expliquer pourquoi. Parce que la question du mode d'évaluation des produits de santé est évidemment une question importante. Et à l'évidence, nous touchons les limites du système actuel.
Donc, c'est ce qui explique qu'il y ait un regain d'intérêt ou d'attention sur ce nouveau mode d'évaluation dit intérêt thérapeutique relatif pour la décision d'admission au remboursement des produits de santé. L'ITR est un outil qui a été développé par la Haute Autorité de Santé pour remplacer deux évaluations qui sont le SMR et l'ASMR attribués aux médicaments. Et on dit que, parfois, et c'est ce que vous laissiez entendre, monsieur le rapporteur général, que la solution serait prête pour l'emploi. Mais aujourd'hui, il y a un consensus, y compris à la Haute Autorité de Santé d'ailleurs, qui se développe pour considérer que le système n'est pas adapté. Il n'est pas adapté d'abord parce qu'il ne s'applique pas à tous les produits de santé. Il ne s'applique en particulier pas aux dispositifs médicaux. Et il ne paraît pas opportun de changer de mode d'évaluation pour une partie seulement des produits de santé en disant on continue à avoir on a un nouveau système pour les médicaments et on garde autre chose pour les dispositifs médicaux. Par ailleurs, l'ITR ne permet ni de fixer un taux de remboursement, ni de prendre en compte l'évaluation médico-économique. Et ces problèmes expliquent que la phase de test qui a été menée par la Haute Autorité de Santé, monsieur le rapporteur général, a été jugée par la Haute Autorité elle-même non conclusive. Nous sommes toutefois convaincus de la nécessité de repenser nos critères d'admission au remboursement des produits de santé. C'est pourquoi un rapport complémentaire a été commandé à l'Inspection générale des affaires sociales. La remise de ce rapport est prévue pour la fin de l'année. Et à cette date, je demanderai à toutes les institutions publiques compétentes sur le médicament, c'est-à-dire à la Haute Autorité de Santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament, au CEPS dont nous venons de parler, à l'assurance maladie, de faire des propositions concrètes pour rénover les critères d'évaluation des produits de santé. Une concertation approfondie doit par ailleurs avoir lieu avec l'ensemble des acteurs et elle sera menée avec les représentants de l'industrie pharmaceutique qui est concernée au premier chef par cette évolution. Et nous devrons à nouveau mettre en place une phase de test parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une évaluation qui ne soit pas assurée en la matière. Les premières modifications législatives qui pourraient être tirées seraient alors insérées dans le projet de loi relative à la santé, y compris éventuellement dans ça dépend de la date à laquelle arrive ce texte, mais nous pouvons imaginer que ça se fasse au Sénat ou à l'Assemblée en fonction du parcours du texte. Je veux dire que sur un sujet aussi important qui entraînera des changements profonds, nous devons être certains des mesures que nous proposons et aujourd'hui, compte tenu des évaluations qui ont été menées, il ne nous semble pas possible de considérer, indépendamment de la date, monsieur le rapporteur général, que l'index thérapeutique relatif pourrait être mis en œuvre. On ne parle pas simplement de 2016, de 2015 pour anticiper 2016, mais aujourd'hui, nous en sommes arrivés à l'idée que même en 2016, cette orientation-là n'est pas celle qui doit être suivie. Donc, je vous demanderai, au bénéfice de ces explications, de bien vouloir retirer votre amendement. Et je m'adresse aussi à ceux qui sont porteurs d'amendements qui vont dans le même sens ultérieurement. Mais pour dire que la réflexion n'est pas écartée, qu'elle est même accélérée et approfondie. Et j'ai envie de dire, malheureusement, parce que nous placions beaucoup d'espoir dans cette ITR, malheureusement, les tests qui ont été menés ne nous permettent pas de franchir l'obstacle, si j'ose dire, qui est devant nous. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur général. Madame la Ministre, je voudrais bien vous être agréable, j'entends bien et je comprends parfaitement les arguments, sauf que nous avons reçu, en retour de l'audition qu'il nous a accordée du président de la HAS, exactement un avis contraire. Il nous a dit que c'était un amendement excellent qui concourait tout à fait aux objectifs qui étaient les leurs et qu'il souhaitait effectivement pouvoir mettre en œuvre rapidement cet intérêt thérapeutique relatif, c'est-à-dire qui introduit la notion de comparaison pour évaluer l'intérêt du médicament. Je crois que les questions que nous nous posons sur justement le médicament trouvent là, pour moi, déjà une première application. Et donc, il ne me semble pas, au vu de ce que nous avons entendu de la part de la HAS, qu'il faille retarder. Donc, il y a là
en tous les cas pour nous une contradiction, si vous voulez. Je ne mets pas en cause ce que vous dites, mais je dis on n'a pas entendu la même chose de la part de la haute autorité. Donc pour le moment, moi je me sens, au nom de la Commission, tenu de le maintenir. Bien, merci Monsieur le rapporteur général. Cet amendement est maintenu. Monsieur Daudigny m'a demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, j'avais présenté le même amendement il y a un an dans le cadre du PLFSS donc pour 2014. L'amendement n'avait pas été examiné faute d'aller à la fin de l'examen du PLFSS. Les arguments présentés par Madame la Ministre aujourd'hui me paraissent très solides et convaincants. Donc je me situerai en retrait par rapport à cet amendement dans le cadre de la discussion aujourd'hui. Barbier. Oui, Monsieur le Président, effectivement, on est tous intéressés par aller le plus rapidement possible vers une remise en forme de ce problème du médicament et de la manière dont il est mis sur le marché. Mais effectivement, pour avoir un peu regardé de plus près, on est actuellement quand même un petit peu dans le flou. Alors peut-être que la Haute Autorité de Santé souhaiterait qu'on légifère dans ce domaine, mais très honnêtement, moi je vais au moins m'abstenir parce que j'ai encore pas tout compris comment ça se passe. Merci Monsieur Barbier. Je ne vois plus d'autres explications de vote, donc je vais mettre aux voix cet amendement 61 avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Alors, 9, 10, 11, bon, qui est contre? Il est adopté. L'amendement est adopté. Nous passons à l'amendement 292. Monsieur de Cessart. Déjà en 2008, la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale soulignait que le système d'admission au remboursement des médicaments fondé sur l'appréciation du SMR, service médical rendu, est peu sélectif. La quasi-totalité des médicaments qui obtiennent une AMM sont admis au remboursement. Cette situation est due au fait que le SMR est principalement apprécié en fonction de l'efficacité et des effets indésirables du médicament, c'est-à-dire de son intérêt clinique. Le critère d'admission au remboursement fondé sur l'intérêt de santé publique, c'est-à-dire l'intérêt pour la collectivité, impact du médicament sur l'état de santé de la population, réponse apportée à un besoin de santé publique et impact du médicament sur le système de santé, pourtant prévu pour l'appréciation du SMR, est peu utilisé en pratique. La prise en compte effective du critère d'intérêt de santé publique permettrait de donner une dimension collective à l'appréciation du SMR et à l'admission au remboursement et irait dans le sens d'une meilleure analyse médico-économique. Lorsque l'intérêt qu'il présente pour la santé publique n'est pas suffisant, une prise en charge par la collectivité serait alors injustifiée. Voilà l'amendement que Mme Archimbaud et les sénatrices et sénateurs écologistes ont présenté, mais ayant compris et ayant apprécié l'intervention de Mme la ministre, j'ai compris qu'il y avait besoin d'aller plus loin dans cette appréciation, et comme c'est un amendement lourd qui va tout à fait dans ce sens, j'ai compris qu'il fallait prendre le temps de la réflexion, le temps du test, et donc je le retire. Je vous remercie. Merci, Monsieur de Cessart. Cet amendement étant retiré, nous passons à l'amendement numéro 62, présenté par le rapporteur général au nom de la Commission. Alors, cet amendement, Monsieur le Président, dans un contexte, pour objet, donc, dans un contexte de mise sur le marché de médicaments qui prétendent justifier des prix élevés par l'importance de l'innovation qu'ils apportent, il apparaît que la prise en charge par la sécurité sociale du traitement ne peut être justifiée que si l'industriel apporte le plus haut niveau de preuves scientifiques, c'est-à-dire des études comparatives, lorsque le comparateur existe. Cette mesure était prévue par la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, mais soumise à un décret en Conseil d'État qui n'est pas paru à ce jour. Votre commission, et notre commission plus exactement, vous propose donc de rendre la mesure d'application directe. À l'heure actuelle,
les services du ministère considèrent qu'ils ne peuvent définir par décret les cas où une stratégie thérapeutique existe pour permettre la comparaison. Il nous semble que cette question doit être réglée entre la Haute Autorité de Santé et les industriels, mais 3 ans après le vote de la loi, continuer à nous contenter d'essais sans comparateur nous place en situation de faiblesse pour évaluer correctement l'innovation en matière de médicaments. Et donc je note d'ailleurs qu'au Royaume-Uni, l'équivalent de la HAS a déjà adopté cette manière de procéder aux évaluations. Donc notre commission vous propose cette mesure d'application directe. Merci, Monsieur le rapporteur général. Quel est l'avis du Gouvernement ? Je vais dire un avis défavorable, Monsieur le Président, parce que effectivement, dans l'état actuel des choses, le décret qui permet l'application de la loi n'a pas été pris pour des raisons de faisabilité. Nous n'avons pas les essais comparateurs, donc nous ne savons pas faire. Donc on peut voter d'application directe, nous ne saurons pas faire, et donc les choses n'avanceront pas plus vite. Donc moi, je ne me perds pas en longues explications. Je dis nous ne savons pas faire. Donc avis défavorable. Maintenant, je voudrais juste faire une observation. Sur l'amendement précédent qui a été adopté, nous verrons comment la procédure parlementaire chemine. Mais j'attire juste l'attention sur le fait que le directeur de la Haute Autorité de Santé, agence indépendante assurément, le président de la Haute Autorité de Santé, qui est une agence indépendante bien sûr, considère utile de promouvoir des amendements auprès de la représentation nationale indépendamment des discussions qui ont lieu quant à la faisabilité du dispositif telle qu'elle est jugée par l'ensemble des autres agences et du gouvernement. Et d'ailleurs, comme il fait donc preuve de beaucoup de célérité en la matière, je souhaite qu'il fasse preuve de beaucoup de célérité sur d'autres sujets sur lesquels nous attendons la Haute Autorité de Santé, en particulier l'évaluation des médicaments et la proposition de protocoles pour permettre toute une série d'avancées du système de santé. Mais je ne doute pas que la Haute Autorité de Santé saura faire preuve d'autant de diligence sur ces sujets importants pour les Français que sur celui-là. Merci, Madame la Ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 62 avec un avis défavorable du Gouvernement. Je ne vois pas d'explication de vote. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? L'amendement est adopté. Passons à l'amendement 63. Monsieur le rapporteur général, vous avez toujours la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. L'admission d'un produit de santé au remboursement nécessite que soit évalué l'apport thérapeutique du produit, mais également son efficience au regard des alternatives médicalement pertinentes. Cet amendement prévoit donc que la Commission d'évaluation économique et de santé publique, qui, selon le décret du 2 octobre 2012, évalue les produits revendiquant un progrès médical et susceptible d'avoir un impact significatif sur les dépenses d'assurance maladie, émette un avis sur le remboursement des médicaments. En effet, l'analyse de leur efficience au regard des stratégies en concurrence est de nature à éclairer la décision publique en matière d'accès au remboursement. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons cet amendement. Merci, Monsieur le rapporteur général. Avis du Gouvernement? Je ne sais pas. Vous avez voté un amendement qui met en place l'ITR. Donc, je ne sais plus, moi. Je ne sais plus faire. Donc, soit on fait comme s'il n'y avait pas l'ITR et puis on continue à regarder les amendements où vous mettez en place des dispositifs qui n'ont de sens que par rapport à l'ancien système, ou votre logique, c'est de retirer des amendements qui ne correspondent plus au système que vous avez appelé de vos voeux dès le 1er janvier 2015. Donc oui, non mais je ne dis pas qu'il ne fallait pas élaborer ces amendements, je comprends bien comment ils ont été élaborés, mais puisque le précédent a été adopté, il n'y a pas d'incompatibilité juridique, mais il y a juste une question formelle. Donc moi je peux vous répondre que je ne trouve pas le dispositif adapté puisqu'il rencontre un certain nombre d'oppositions. Donc je peux répondre à votre amendement, mais j'attire votre attention sur le fait que vous avez défendu un système qui est totalement différent. Voilà.
Voilà pour les débats des sénateurs sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ils ne devraient aborder l'un des points clés de ce projet de loi, à savoir la modulation des allocations familiales, que dans la soirée. Rappelons que le Sénat de droite veut supprimer cette mesure voulue par le gouvernement, mesure qu'il juge contraire au principe d'universalité de ces prestations. Et là-dessus, ils sont d'ailleurs soutenus par de nombreux parlementaires de gauche, aussi bien les communistes que les écologistes ou encore que certains socialistes comme Marie-Noëlle Lienemann. Autre point sur lequel le Sénat va continuer à intervenir, eh bien, il va continuer en proposant 1 milliard d'économies supplémentaires dans cette partie donc consacrée aux dépenses du budget de la sécurité sociale. En tout cas, les discussions vont se poursuivre. Elles vont se poursuivre ce soir, mais aussi demain et certainement jusqu'à demain soir. Les sénateurs vont donc continuer à plancher sur ce budget. Vous pouvez toujours voir et revoir toute la séance sur notre site publicsénat.fr. Prochain rendez-vous de l'actualité parlementaire à 19h pour 24 heures Sénat, présenté par Jérôme Rabier. Très bonne fin de journée sur les chaînes parlementaires.